Salut à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission Sport Planète, 11e numéro déjà de cette émission consacrée à un sport plus responsable. Vous allez le voir aujourd'hui, on va beaucoup parler d'eau. L'eau qui nous est évidemment nécessaire, obligatoire, et bien on va essayer de la protéger avec nos invités. Voici le sommaire. Agir à la source, tel est l'objectif de la Water Family. Depuis 2009, l'association sensibilise à la préservation de l'eau à travers de nombreux projets, programmes éducatifs, sponsoring ou encore challenge sportifs. Thibaut Noé va nous en parler. Des capteurs pour mesurer la qualité de l'eau et la présence de microplastiques dans l'océan, des panneaux solaires pour ne plus recourir à l'énergie fossile. Le skipper Fabrice Amédéo ne cesse d'innover pour lutter contre la pollution marine. Il va nous expliquer en détail tous ces projets. D'un champion à un autre, il n'y a qu'un pas. Immergé au quotidien dans les profondeurs maritimes, le triple champion du monde d'apnée, Morgan Bourkis, se mobilise pour la protection des océans. Il va nous parler dans quelques minutes de ses nombreuses actions, ses nombreuses missions. Et tout d'abord, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de Sport Planète. Merci de votre présence parmi nous. On va parler de l'eau, de cet or bleu évidemment, avec quelques chiffres peut-être tout d'abord pour nous alerter encore un petit peu plus sur la situation avec ce chiffre incroyable. Chaque année dans le monde, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans. C'est l'équivalent d'un camion poubelle de plastique par minute. Si rien ne change, l'océan pourrait d'ici 2025 contenir 1 tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons. Et en 2050, plus de plastique que de poissons. Et ça, ce sont des chiffres de la Fondation Ellen MacArthur. Il y a donc urgence à agir et on va en parler tout d'abord avec vous, Thibaut Noé. Vous êtes coordinateur de l'antenne Paris pour la Water Family. Exactement. Merci encore d'être avec nous. Alors on va peut-être rappeler tout d'abord pour débuter ce qu'est la Water Family et quels sont vos enjeux, vos actions. Oui, du coup la Water Family, nous on est une association qui sensibilise et éduque sur la thématique de l'eau. Notre cœur d'action, c'est de passer dans les classes, que ça aille de la primaire aux études universitaires. Et l'idée, c'est de passer un temps avec les étudiants et les enfants qu'on va voir pour essayer de les sensibiliser sur la thématique de l'eau, que ce soit le rapport à l'eau qu'on a directement au niveau du corps, mais aussi le rapport à l'eau qui nous entoure, l'écosystème, le cycle de l'eau, pour qu'on essaye de comprendre que tout est lié et que du coup, chaque petit geste peut avoir avoir une action concrète et essayer de faire en sorte de protéger tous ensemble cette belle ressource. On retrace avec vous carrément le parcours d'une goutte d'eau de sa création à la fin en fait, c'est de façon très ça. imagée. Tout à fait, on a plusieurs programmes liés à ça. Sur les programmes qu'on a, on en a un qui est dédié littéralement à ça, retracer le cycle de l'eau en suivant notre mascotte qui s'appelle Flaggy, qui est une goutte de l'eau. Et notre objectif, c'est de comprendre avec elle tout le cheminement du cycle de l'eau, les différents états, et d'essayer de comprendre que ce n'est pas parce qu'on habite à la montagne que ça n'aura pas d'impact ce qu'on va avoir fait comme action sur l'océan, la mer ou les fleuves et les rivières. Alors on le dit souvent dans cette émission, le côté pédagogie est hyper important dans ce sujet qui nous touche. Les enfants sont un véritable vecteur pour faire changer les choses. Quelles sont les questions qu'ils vous posent globalement ? On va avoir plein de types de questions, ça va dépendre du moment et de la thématique. On a beaucoup de questions au début, vu qu'on commence par l'eau dans le corps, c'est d'essayer de comprendre un petit peu que on est constitué intégralement d'eau. Sur beaucoup de points, on se demande toujours, mais est-ce que le cerveau, il y a aussi de l'eau ? Oui, c'est des questions, on essaie de comprendre, mais aussi le rapport sur des petits détails qui, eux, les font rire, comme quand on fait pipi, est-ce que c'est de l'eau ? Et ça, c'est des questions qu'on va avoir régulièrement, et plus on monte au niveau des niveaux d'éducation, plus à ce moment-là, au niveau des études supérieures, on va plus se concentrer aussi sur des enjeux géopolitiques derrière l'eau pour essayer de comprendre. En introduction, vous avez parlé de l'or bleu. Oui, aujourd'hui, c'est une question de santé, de vie et de mort pour certains, et on va arriver sur ce type de questions aussi pour les étudiants. Fabrice, vous intervenez souvent, vous aussi, dans les écoles, alors à la fois pour parler de l'aspect performance, du sport que vous faites à bord de votre bateau, mais aussi pour sensibiliser les enfants. Il y a des questions qui vous touchent plus que d'autres ? Oui, en effet, moi j'interviens beaucoup dans les écoles. Alors j'essaie de sensibiliser les enfants. Je me retrouve pas mal dans ce que raconte Thibaut, parce que moi finalement mon discours c'est de venir témoigner en tant que marin et de dire aux enfants que 80% de la pollution des océans vient de la Terre et que pour sauver les océans, la préservation des océans, ça commence à terre. Et après les enfants, alors bien sûr ils m'écoutent, mais ils me posent quand même beaucoup de questions sur comment je dors, comment je fais mes besoins sur mon bateau. Et c'est vrai que le côté aventure les fascine énormément.
Il y a un projet pédagogique qui s'appelle Cétacés, l'océan boit la tasse, que l'on peut retrouver sur votre site internet. Et vous aussi, vous avez des petits guides à destination des scolaires, notamment. Exactement. On en a 2. On a le vous pouvez guide, nous les montrer? Bien sûr. On a le guide du citoyen Water Responsable. C'est le premier outil pédagogique qu'on a créé. À l'intérieur, on va retrouver un petit peu tous les messages clés de l'association. Et on a un autre outil pédagogique qu'on utilise qui est l'Odyssée Terre-Océan. Et là, cet outil est hyper intéressant parce que c'est sous forme de BD. On va vraiment avoir l'idée de se dire on va suivre Flaggy. Et en suivant Flaggy, c'est une aventure qu'on fait suivre. Et comme tu as dit Fabrice, l'aventure, c'est ça qui va aussi interpeller les enfants. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de prendre ce prisme-là pour cet outil pédagogique-là. Alors les enfants, vous les emmenez aussi parfois en aventure, vous les sortez de la classe pour aller au plus près de la nature, vous faites quoi avec eux? Exactement, parce que c'est très sympa de les voir en classe, mais le fait d'être toujours bloqués dans une classe, ça ne permet pas de les rendre acteurs de la sensibilisation. Et l'idée, c'est qu'on a monté des opérations qui s'appellent les Odyssées. On a les Odyssées des jeunes qui vont être vraiment sortir une classe, sortir une école entière pour les amener dans un lieu de nature et faire en sorte qu'ils se reconnectent avec la nature, qu'ils puissent appliquer les différents messages qu'on a eus avec eux en classe. Ça peut passer avec des actions assez simples, des petits défis sportifs, mais aussi avec différents acteurs du territoire qui vont pouvoir intervenir avec nous sur cette journée. On a des fois des maraîchers qui viennent pour faire des actions de plantation. On a les mairies qui peuvent aussi intervenir pour expliquer un peu le territoire, les réserves naturelles qui sont aux alentours. Et l'idée, c'est de pouvoir faire vivre aux enfants une journée sur la thématique de l'engagement, de leur montrer des éco-gestes en fonction des différentes problématiques de leur territoire. Voilà, on passe vraiment aux actions concrètes et ça c'est important. Morgane, vous travaillez un petit peu avec des enfants, vous les emmenez plonger avec vous pour qu'ils se rendent compte aussi de ce qui se passe sous leurs pieds? Actuellement beaucoup moins, même si j'ai quand même été pendant 12 ans professeur de PS, alors que je menais déjà ma carrière on va dire sportive de front. Donc il est vrai que pendant ces années-là, j'ai pu emmener les enfants, leur faire découvrir mon activité, leur faire découvrir l'océan aussi, parce que même quand on habite à Marseille, certains enfants voient la mer de loin et ne la connaissent pas. Donc c'était un des buts de ces activités, de pouvoir les emmener après plonger notamment dans les réserves marines. Aux côtés de l'association de la Water Family, il y a de nombreux ambassadeurs sportifs de haut niveau. C'est important qu'il y ait des figures qui portent vos messages? Oui, exactement. L'idée de ces figures, c'est déjà de pouvoir parler aux enfants aussi, parce que quand nous on intervient, c'est vrai qu'on a une image d'une association, mais quand on vient avec des sportifs qui peuvent connaître, à ce moment-là, le message est décuplé et ça a beaucoup plus d'impact pour les enfants. Ça va aussi permettre de parler aux parents directement, parce que les champions qu'on va avoir peuvent parler aux parents et faire un petit peu écho, vu que pour l'association, un enfant sensibilisé, on dit que c'est 7 adultes qui vont pouvoir être aussi impactés par le message, et c'est via aussi ces sportifs-là. Et parmi les sportifs, il y a un skipper. On va citer quand même Benjamin Dutreux, Exactement. 9e du Vendée Globe 2021, qui porte les couleurs de la Water Family. Et la transition, du coup, est toute trouvée maintenant pour donner la parole à Fabrice Amédéo dans notre Zoom Éco. Fabrice, ancien journaliste, skipper à temps plein désormais. Depuis 2008, l'aventure a commencé. Le Vendée Globe, on en parlait, déjà 2 participations, un prochain en ligne de mire en 2024. Le Vendée Globe Tour du Monde en monocoque et en solitaire. Une très belle 11e place en 2017. Cette course, c'est le Graal, clairement, pour les skippers. Il en reste, j'imagine, des souvenirs incroyables, des souvenirs de performance, de vécu. Et puis aussi ce déclic qui vous fait dire à un moment donné, je ne peux pas faire que du bateau pour la performance. Oui, comme vous l'avez rappelé, j'ai été journaliste, j'ai quitté la rédaction du Figaro et le rythme métro-boulot-dodo pour me lancer sur l'Everest qu'est le Vendée Globe pour un marin. Ce premier Vendée Globe, je l'ai vraiment vécu un peu de manière romantique. J'avais vraiment l'impression de quitter les humains et leur pollution pour aller braver des contrées immaculées. Le Grand Sud, c'est absolument fascinant à cet égard. On voit des albatros, on peut croiser des mammifères marins. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de pollution visible. Et c'est au retour du Vendée Globe que j'ai vraiment pris conscience de la nécessité de s'engager, de la nécessité aussi pour un marin de donner du sens à son métier. C'est quelque chose qui me manquait dans mon premier Vendée Globe. J'étais parti un peu pour raconter une belle aventure. Et ensuite, comme je devenais finalement un marin professionnel, je voulais donner du sens à mon engagement de marin. Et donc, j'ai décidé de m'engager pour la préservation des océans en installant des capteurs sur mon bateau et donc de collaborer avec la communauté scientifique pour finalement continuer à faire un peu de journaliste. Avant, j'allais chercher de l'info à terre. Et là, je vais chercher de l'info pour les scientifiques en mer, sur des routes où les bateaux scientifiques naviguent très peu.
Ouais, effectivement, tout le monde ne va pas tous les jours dans les mers du Sud. Alors, cet engagement, il prend forme vraiment en 2019, avant la Vendée Arctique Les Sables, avec l'installation de capteurs à bord du monocoque. C'était une première à l'époque. C'était quoi l'objectif du moment? Alors, ce n'était pas tout à fait une première, parce qu'il faut être honnête. Il y a Boris Herrmann qui avait le même capteur, le skipper allemand. Et donc, l'idée, ça a été d'installer dans un premier temps un capteur de CO2, salinité, température, de collaborer avec l'IFREMER en France et avec des instituts en Allemagne. L'idée, c'était de dire que donc, la communauté scientifique n'a pas la possibilité d'aller forcément régulièrement sur les routes que nous, marins, nous pouvons emprunter. Donc mon bateau, ça s'appelle un bateau d'opportunité. Ce n'est pas un bateau scientifique, c'est un bateau de course qui va sur ces routes et qui offre de la data supplémentaire à la communauté scientifique. Donc sur CO2, salinité, température, il y a l'imagerie satellite qui fait très très bien le travail. Donc finalement, mon bateau, il est plutôt là pour étalonner et éventuellement corriger l'imagerie satellite. On n'apporte pas finalement de la donnée révolutionnaire ou innovante. En revanche, on a installé en 2020 un deuxième capteur, un capteur de microplastique, qui permet de mesurer la pollution des océans. Et là, les scientifiques ont très peu de données en la matière, notamment dans les mers du Sud, mais aussi sur l'Atlantique. Donc il y a l'objectif d'aller dans les mers du Sud l'année prochaine, mais même toutes les mesures que j'ai pu faire dans l'Atlantique sur 3 ans sont très intéressantes pour la communauté scientifique. Et donc on analyse la pollution des océans à 3 niveaux. 300 microns, c'est un premier niveau de filtre. Donc il y a tout un système de filtres que je dois changer toutes les 24 heures sur mon bateau. Donc 300 microns, 100 microns, et 30 microns. Et 300 microns, les gens connaissent souvent, et puis les scientifiques ont pas mal de données, c'est les filets mentaux à l'arrière des bateaux, donc des petits filets verts qui permettent en surface de collecter du microplastique. Donc là, on va dire que mon bateau vient apporter des données supplémentaires à ce qui existe déjà, mais par contre 100 microns et 30 microns, c'est assez innovant. Et donc on travaille avec l'Université de Bordeaux et avec l'IFREMER. Moi, je ne suis que le modeste marin qui parcourt les océans à leur service. Et qui change les filtres quand même dans un quotidien c'est du boulot. Seul autour du monde, ça doit pas être simple. Peut-être qu'on pourrait rappeler pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on entend par microplastique? Ah oui, alors c'est important. Il y a les macro-déchets et les micro-déchets. Les macro-déchets, c'est les bouteilles de plastique qu'on va pouvoir voir traîner à la surface de l'eau quand on navigue ou sur une plage quand on s'y promène. Et les micro-déchets, ça va être les microplastiques, donc ça va être ces microparticules, soit issues de l'industrie, donc qui étaient primaires, qui étaient sous forme de microparticules à l'origine, soit secondaires, donc issues de macro-déchets qui ont été broyés par l'océan et qui deviennent des micro-déchets. Alors là, on a 4 ans de mesures derrière nous. Forcément, elles sont analysées. Ça commence à donner des choses assez marquantes. Oui, ça commence à donner des choses assez marquantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau 300 microns, les scientifiques ont été assez surpris de voir qu'il y avait beaucoup plus de fibres de cellulose que de microplastiques dans les échantillons. Donc du textile, en fait. Donc du textile, tout ce qui vient de nos eaux usées, de nos machines à laver. Donc nos machines à laver rejettent des eaux qui vont dans les fleuves puis dans les océans. Et donc il y avait beaucoup plus de fibres de cellulose que de microplastiques, 80% de fibres de cellulose, 20% de microplastiques. Ensuite ils sont passés pour les mêmes régions océaniques que j'ai traversées au niveau 100 microns. Et là le ratio s'inverse, il y a 40 fois plus de microplastiques que de fibres de cellulose. On est à peu près à moitié-moitié, 56% de fibres de cellulose, 44% de microplastique. Mais il y a beaucoup plus de microplastique. Et donc là, en ce moment, les scientifiques analysent le niveau 30 microns. Et on sait d'ores et déjà que les niveaux de microplastique sont encore plus importants qu'au niveau supérieur. Donc finalement, l'analyse de tout ça, la conclusion de tout ça, c'est que je ne suis pas scientifique, mais je me permets de prendre la parole vu que vous ne les avez pas invités aujourd'hui. On aurait pu. Voilà, on aurait pu. La conclusion de tout ça, c'est que finalement, plus on va sur une analyse fine de nos océans, plus il y a une pollution plastique importante. Et finalement, plus on analyse finement les océans, plus le mal est important. Et donc il y a vraiment cette pollution invisible qui est très très importante, qui est sur tous les océans. Et compliqué pour le grand public de se rendre compte de ça finalement. Compliqué de se rendre compte de ça. Quand on parle de microplastique, c'est évidemment des choses qu'on ne voit pas. Ça vous fait réagir, Morgane Bourkis, ce que les données par rapport moi à certaines missions de ramassage sur lesquelles je suis engagé, à Marseille notamment avec l'association Un déchet par jour. C'est vrai que souvent dans notre milieu, certains utilisent le mot dépollution, qui est un petit peu paradoxal parce que quand on va sur un site et quand on ramasse les déchets, par exemple, on ramasse une certaine quantité de déchets, mais une certaine taille de déchets. Mais on ne voit pas ce qui se passe notamment au niveau des microdéchets, notamment ce dont tu parlais, Fabrice, où très certainement, après notre passage, tous ces microplastiques sont encore présents. Donc en fait, quand on utilise ce mot dépollution aujourd'hui, il n'est pas justifié vraiment quand on fait vraiment ces ramassages et c'est important d'utiliser une bonne sémantique quand même.
Ouais, effectivement, sur ces ramassages, on voit l'ampleur des dégâts, c'est assez visuel et avec ce genre de capteurs et de résultats, eh bien, on prend conscience de l'état de nos océans. Alors les capteurs, c'était bien, mais vous allez encore plus loin sur le prochain défi et sur le prochain Vendée Globe notamment. Après une route du Rhum qui aurait pu être dramatique, il y a un changement de bateau et ce nouveau bateau, vous allez en profiter pour lui faire de nouvelles expériences scientifiques. Oui, alors on va installer des nouveaux capteurs sur le bateau. Je vais notamment collaborer avec une entreprise qui étudie les micropolluants. Donc on va pouvoir regarder par exemple des choses comme les hydrocarbures. Voilà, donc il y a des nouveaux capteurs qui vont être mis sur le bateau. Et puis, en gardant toujours les anciens En gardant bien sûr tous les anciens. Okay. Donc on change combien de fils par jour là? J'ai fait naufrage sur la route du Rhum, il faut appeler un chat un chat. L'idée c'est de repartir sur un nouveau projet avec un bateau qui est plus ancien que le précédent. Donc c'est vrai que sportivement c'est un peu frustrant parce que voilà, j'aime quand même me bagarrer avec mes concurrents. Donc mon idée, mon ambition, c'est vraiment de capitaliser sur les valeurs que porte mon projet. Donc il y a ces capteurs qui vont être mis sur le bateau, des nouveaux capteurs qui vont équiper le bateau pour finalement faire une sorte de vraiment bateau laboratoire. Et après, j'ai l'ambition de faire le tour du monde sans recourir à l'énergie fossile. Donc on a installé 14 mètres carrés de panneaux solaires sur le pont du bateau. Des hydrogénérateurs à l'arrière du bateau, tout le monde en a. C'est des petites hélices qui tournent avec la vitesse du bateau. Un parc de batteries qui permet de tenir 48 heures sans recharger les batteries si jamais il n'y a jamais de soleil et que le bateau n'avance pas. Tout au sud, on ne le voit pas souvent quand même. Oui, mais on avance et donc les hydrogénérateurs prennent le relais. Mais on peut avoir une zone de, comme on dit, pétole, donc pas de vent, et puis un mauvais éclairage, ou parce que c'est la nuit. Donc il faut être capable de tenir. Et donc voilà, mon équipe a fait tout un travail avec un de mes sponsors, Hager, qui nous accompagne, pour justement l'énergie management du projet, essayer de faire ce tour du monde sans recourir à l'énergie fossile. Et donc c'est une belle ambition. On parle beaucoup de poids sur ces bateaux-là, on essaie d'être le plus léger possible. Tout ça, ça pèse, j'imagine. Est-ce qu'on enlève d'autres choses ou on fait avec? Non, on fait avec. C'est vrai que c'est un certain handicap. Alors, il y a l'engagement personnel du marin, changer les filtres, noter la position du bateau quand on change le filtre. Tout ça, c'est du travail. Donc, c'est ça de moins pour la performance ou pour le repos. Mais le vrai impact, et ça reboucle avec l'énergie, le vrai impact des capteurs, au-delà du poids, qui est une cinquantaine de kilos aussi, c'est justement l'énergie. Ils sont très énergivores. Ils augmentent la consommation de mon bateau de 10 à 15%. Produire l'énergie en totale autonomie quand on fait un tour du monde, c'est un vrai défi sur nos bateaux. Il faut produire nous-mêmes notre énergie. On ne peut pas s'arrêter au port le soir pour recharger à quai. Et donc, du coup, ces capteurs océanographiques, ce projet océanographique rend le sujet de l'énergie encore plus dirimant. Et donc, c'est passionnant pour moi de me dire qu'on va faire un tour du monde sans recourir à l'énergie fossile, avec des panneaux solaires et tout ce laboratoire embarqué, finalement, au service de la science. Au service de la science, au service de l'avancée pour un sport finalement plus durable, plus respectueux de la planète. Ça va un peu à l'encontre de ces marins qui arrêtent complètement la course au large. On a parlé dans la dernière émission de Stan Turay qui a mis un terme complet et brutal à sa carrière. Il vaut mieux continuer à naviguer pour justement faire passer des messages. Oui, alors Stan Turay a un message assez particulier, personnel en tout cas, qu'il a voulu faire passer. Moi, je m'inscris en faux contre le fait de donner des leçons en étant à l'autre bout de la planète en vacances. J'ai vraiment pas du tout adhéré à son message. Après, moi, je respecte sa position, en revanche, d'arrêter en disant qu'il ne se retrouve pas dans les valeurs de la course au large. Je pense qu'au contraire, on est plus fort en travaillant avec des industriels, avec des entreprises qui cherchent à s'améliorer, en ayant une certaine voix au chapitre dans les médias grâce au sport de haut niveau qui peut être exemplaire, qui peut porter des symboles, qui peut aussi montrer l'exemple dans la société et faire passer des messages. Donc voilà, moi je vais plutôt pas me mettre en marge du système, mais essayer d'être dans le système et essayer de l'améliorer. Et de continuer à agir, évidemment. L'eau et l'océan, terrain de jeu des marins, bien sûr, mais aussi des nageurs. Philippe Lucas et son équipe, basée à Martigues, ont rejoint le mouvement Sport Planète à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars dernier. Ils ont participé à une journée de sensibilisation et nous y étions. Reportage Lucien Jaron. On fait de l'eau libre, donc l'eau libre, on va soit dans des étangs, soit on va dans des lacs ou en mer. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de voir des choses qui étaient pas terribles. C'est vrai que j'ai vu des endroits pour se foutre le cul dans l'eau, c'était moyen quand même, quoi. Le célèbre entraîneur a conscience que son image peut faire changer les choses. Si on peut, à notre niveau bien sûr, communiquer, faire prendre certaines choses, conscience aux gens, le minimum ce qu'il faut faire, quoi. Il est important que
que nous, entraîneurs ou éducateurs ou sportifs qui sont connus, reconnus, puissent passer un message, bien sûr. La médaillée de bronze au JO de Londres, Charlotte Bonnet, et la multiple championne de France, Cyrielle Duhamel, sont aussi préoccupées par l'avenir de la planète. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de déchets, que l'étang de Berre à côté duquel on s'entraîne est vraiment pollué. Donc en tant que sportif de haut niveau, on trouvait ça bien aussi d'agir et je pense qu'on a une voix assez légitime pour parler de ça. Donc on agit aujourd'hui pour ça. L'eau, c'est notre élément, donc forcément ça nous atteint directement et ça nous affecte. Quand on voit des tortues qui avalent des plastiques, quand ça ressort par le nez, ou des poissons directement pêchés qui sont pleins de plastique, ça nous affecte énormément et on ne peut pas rester indifférent, quoi. Pour cette journée de sensibilisation, l'association Un déchet par jour est intervenue auprès de la team Lucas Sport Planète, un moyen de rappeler les impacts du dérèglement climatique. On a travaillé ce matin autour d'une fresque avec plusieurs cartes sur les causes, les conséquences, ce qu'il fallait faire en fait pour être un peu plus responsable. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs à prendre en compte. Prendre du temps d'entraînement pour faire cette fresque du climat, ça montre déjà un premier engagement qui est indéniable. Après cet atelier, le groupe de Philippe Lucas a participé à une action de dépollution aux côtés de l'association marseillaise Clean My Calanque. C'est incroyable pour plein de raisons, parce qu'ils ont une influence et les sportifs sont admirés par les gens. Les sportifs, c'est des futurs champions, c'est des futurs des influenceurs et en fait s'ils n'utilisent ne serait-ce que 10% de leur influence pour parler d'environnement, de pollution, de quoi qu'il soit qu'ils veulent, mais ça va changer les choses parce qu'après ça va sensibiliser les plus jeunes et là ça marche. Tous les nageurs qui sont là, on ne les a pas forcés, ils sont venus d'eux-mêmes, c'est une démarche personnelle, donc quelque part ça les interpelle, quoi. Pour conclure cette journée, l'association Sauvage Méditerranée a remis aux nageurs un trophée éco-conçu à partir de plastique ramassé sur le littoral. Le sport est plus que jamais un levier formidable de communication et de sensibilisation. La team Lucas l'a bien compris et son engagement pour la planète ne fait que commencer. Et on ne parlera pas de dépollution, hein, Morgane Bourkis, on l'a bien entendu, on l'a noté pour la prochaine fois. On ne dira pas ça parce que ce n'est pas totalement vrai. Avant de vous donner la parole un peu plus en longueur, voici les infos en bref de Sport Planète. Et vous vous en souvenez peut-être, on avait reçu dans Sport Planète le club de basket de Bourg-en-Bresse qui nous a présenté ses initiatives pour recycler ses vieux maillots. C'est pas le seul à se bouger pour l'écologie. La Dablois a lancé un nouveau dispositif de cup réutilisable, 100% biodégradable, compostable industriellement et non consigné. Les gobelets n'ont pas de design particulier, ce qui veut dire qu'on n'a pas très envie de les garder. Ils sont donnés aux spectateurs, récupérés en fin de match. Le dispositif a été lancé le 28 mars dernier et un taux de restitution de près de 86% pour le premier match. On prendra des nouvelles de ce club dans les prochaines semaines. On a parlé de Marseille déjà, et bien on continue. Le stade Vélodrome est notre maison, alors ramassez vos déchets avant de partir. C'est le message d'Éric Hacopian, fondateur de Clean My Calanque, adressé avec son mégaphone aux supporters de l'OM depuis déjà 3 matchs. Un petit rappel au bon sens civique dans l'enceinte du stade lors de la mi-temps, mais également aux abords. Objectif, sensibiliser les supporters aux petits gestes du quotidien afin, dit-il, que Marseille reste la plus belle ville du monde. Et enfin, le carton rouge de Sport Planète pour la Ligue de football professionnel. Cet été, ce sera en Thaïlande, à Bangkok, que se retrouveront le champion de France et le vainqueur de la Coupe à l'occasion du Trophée des champions le 5 août. Une empreinte carbone bien élevée pour cette rencontre, alors que dans le même temps, la LFP renforce ses exigences environnementales à destination de ses clubs. Plus d'avions pour les destinations à moins de 5 heures, déploiement des mobilités actives pour les spectateurs, sachant que chaque action rapporte des points et s'il en manque à la fin, les clubs pourraient ne pas toucher la totalité de leurs droits télé. Voilà pour les infos de ce mois dans Sport Planète. On va maintenant écouter un petit peu plus longuement Morgane Bourkis. Triple champion du monde de plongée en apnée, poids constant sans palme. Ça veut dire qu'on descend sans rien et qu'on remonte sans rien non plus. C'est ça. Avec pieds, notamment. un record de 91 mètres. Dans la brasse pour descendre et pour remonter du coup.
Très bien. N'essayez pas comme ça, c'est pas donné à tout le monde, évidemment. Votre histoire, on y revient rapidement. Vous n'êtes pas né au bord de la mer, alors comment on se retrouve à faire de la plongée en apnée et devenir 3 fois champion du monde? J'ai eu la chance de pas mal voyager avec mes parents, du coup, et beaucoup au niveau de la Méditerranée, donc d'être influencé par ce milieu, plus fortement a priori que ce que je pensais à l'époque, et de vouloir, suite à des études notamment sur la physiologie du sport, me rapprocher de cette activité, me rapprocher de la mer à Marseille, pour pouvoir vivre de ma passion sportive qui est la plongée en apnée, et puis vivre aux côtés de l'océan, aux côtés de la mer Méditerranée. La Méditerranée qui a une vraie grosse influence sur vous, je crois. Oui, né, je dirais, de ces années d'enfance voilà, où j'ai pu la traverser, j'ai pu aller dans de nombreux pays grâce à mes parents, et ça m'a énormément marqué par rapport à tous ces territoires, par rapport à ces odeurs, ces cultures, ces religions, ce véritable carrefour voilà, de notre civilisation qui m'a vraiment influencé. Et aujourd'hui, si je me définis comme quelqu'un qui vit au bord de l'eau, je vis au bord de la Méditerranée et qui est une mer particulière. Voilà. Alors, vous êtes plus que jamais aujourd'hui investi dans la lutte contre la pollution des océans. À quel moment, véritablement, vous vous êtes dit, un peu comme Fabrice à ce retour du Tour du Monde, il faut vraiment qu'on agisse rapidement parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe dessous? En étant plongeur apnéiste, au final, je suis un petit peu aux premières loges aussi de par ma pratique, par mes entraînements, en habitant à Marseille, en allant très régulièrement dans le parc national des Calanques, de témoins de ce qui se passe, on va dire, un petit peu sous l'eau, des choses bien qui se réalisent, comme par exemple ce parc national créé il y a plus de 10 ans maintenant et qui permet véritablement une résilience de la vie très importante, et c'est vraiment très agréable à voir, mais aussi le fait que Marseille est une cité très importante, qui met une pression énorme sur son littoral, et on voit du coup certains dégâts qui sont sous l'eau, que peu de personnes voient. On a de véritables incendies sous-marins, comme ce qui s'est passé par exemple en Gironde l'année dernière, en 2022. Il faut savoir qu'il s'est passé exactement la même chose en Méditerranée, surtout occidentale. On a véritablement entre 0 et 30 mètres des eaux chaudes qui se sont maintenues entre le mois d'août et le mois d'octobre 2022 et qui ont littéralement anéanti en fait, des écosystèmes comme ce qu'on appelle notamment le coralligène, qui est véritablement une biocénose de différentes espèces sous-marines constructrices. Il y a à peu près 1500 espèces, et tout le grand corail rouge de Méditerranée, les gorgones, ont en fait été anéantis, brûlés par un océan, une mer trop chaude, et ça les gens ne le voient pas. Alors vous avez notamment participez à des opérations pour nettoyer les fonds marins marseillais. On a parlé tout à l'heure des fibres de cellulose, des microplastiques. Qu'est-ce qu'on trouve globalement au fond de l'eau ? On trouve un peu tout ce qui représente au final notre société aujourd'hui, nos déchets, ce que l'on peut retrouver en fait, on le sait, à terre, et j'imagine que Thibaut le sait très bien, une grosse partie se retrouve en mer. Donc ce sont nos emballages, ce sont nos déchets plastiques divers, ce sont bien évidemment des déchets issus aussi de la plaisance du niveau maritime, mais pas que, bien évidemment. Donc du coup, ça se retrouve en mer. On est surtout dans une ville aussi où le vent joue un rôle très important, le Mistral, avec plus d'une centaine de jours où il souffle grandement par an. Donc effectivement, tous ces déchets aussi qui peuvent s'accumuler à terre sont parfois pris dans les airs et se retrouvent dans la mer. Donc on retrouve véritablement tout ce qui fait notre société de consommation aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez parlé de résilience du milieu, c'est-à-dire que le milieu, par endroits, arrive à reprendre finalement le dessus, mais pas comme ça devrait être et comme c'était il y a très longtemps. Ça repart doucement. Ça peut donner un petit signe d'espoir quand même, mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Ça donne un signe d'espoir parce qu'on sait que quand on protège un territoire avec des mesures assez strictes, la capacité de résilience de la vie et des écosystèmes est très présente. Et on le voit, moi je le vois à ma petite échelle, sur le parc national des Calanques, en une dizaine d'années, créé en 2012, on a véritablement un retour de certaines espèces, un grossissement en taille de certaines espèces aussi, des comportements reproducteurs que l'on peut aussi observer, d'autres espèces qui avaient un petit peu disparu et qui sont revenues. Donc on voit que véritablement, quand on laisse un petit peu tranquille un écosystème, il se régénère. Et malheureusement, on sait aussi qu'on va quand même vers un changement global important. L'épisode dont je vous ai parlé tout à l'heure en 2022 en est un témoin, justement. Donc est-ce que cet écosystème, même si on le protège, aura sa capacité de résilience malgré tout ? On va dire un mot de ce musée subaquatique de Marseille. Alors, qui dit musée dit un côté artistique, évidemment, c'est le cas, mais pas que. Il y a donc des dizaines de statues qui ont été immergées et on peut voir là aussi que la vie autour de ces statues reprend ses droits. L'idée, c'est quoi ? C'est d'emmener les gens plonger, voir ces statues, qui se rendent compte ? Alors, c'est un musée qui est situé très proche du bord, à
à l'opposé, on dirait, de ce qui existe un petit peu à travers le monde, notamment à Cancun par exemple. Là, c'est un musée subaquatique qui est situé à 5 mètres de profondeur et à une petite centaine de mètres du littoral de la plage des Catalans, plage de centre-ville de Marseille qui est très connue et qui est fréquentée par une grosse strate de la population marseillaise, très variée. Et donc du coup, ces statues sont accessibles au plus grand nombre. Il faut simplement avoir un masque, un tuba, une paire de palmes si on veut être un peu plus confortable. Et ces statues sont accessibles et puis appellent voilà, un petit peu à susciter le rêve, le questionnement par rapport à notre environnement. Elles sont situées du coup sur l'Anse des Catalans, qui est une petite aire marine qui a été jadis très martyrisée malheureusement par les usines de savon, du savon de Marseille, qui a fait la grande renommée de la cité il y a quelques siècles en arrière, mais dans lequel les résidus à cette époque-là étaient rejetés notamment dans cette baie. Et donc le littoral a été très fortement dégradé, donc on est sur une zone littorale assez abîmée, mais qui du coup, par ce petit récif artificiel qui constitue les statues, permet un petit retour à la vie. Alors attention, ce n'est pas un aquarium non plus, hein, mais en tout cas, on voit des effets qui sont mesurés par une société indépendante. Le ramassage des déchets sur la plage des Catalans, c'était quelque chose qui a été impressionnant. Vous imaginiez pas, Fabrice, voir autant de déchets dans cet endroit? Voilà, le hasard fait que j'ai participé avec le Cercle des Nageurs et mon partenaire Honnête à un ramassage de déchets qui a lieu tous les ans en septembre sur la plage des Catalans. Et lors de la dernière édition, donc c'est quelque chose qui a lieu tous les ans. Donc on ramasse vraiment les déchets issus de l'année qui vient de s'écouler. On ne ramasse pas 10 années de déchets, par exemple. Et lors de la dernière édition, on avait ramassé 14 000 mégots et 600 kilos de déchets sur une plage qui doit faire à peu près 200-300 mètres avec la digue. Donc un espace quand même assez restreint. C'était assez impressionnant, oui. On a beaucoup parlé de Marseille et de la Méditerranée, mais vous êtes allé explorer un petit peu plus loin, ailleurs. Il reste des zones un peu moins abîmées, je dirais. Des zones un peu plus reculées où effectivement la vie est peut-être en meilleure santé qu'elle ne peut l'être par exemple en Méditerranée, même s'il y a encore de très très belles choses dans cette mer semi-fermée. J'ai eu la chance, oui, par rapport à mon sport, d'aller voyager au Japon, d'aller voyager dans les Caraïbes en mer Rouge, où effectivement on voit des fonds marins qui paraissent riches et un petit peu, je dirais, préservés, mais malgré tout, on voit que l'impact humain est partout, est globalisé maintenant. Lorsque je suis allé par exemple en Norvège pour le tournage d'un documentaire en 2019, sur des fjords et sur des endroits très très reculés, la pollution plastique est présente, même si on ne voit aucune habitation tout autour. Donc en fait, toute cette pollution est véritablement globalisée par rapport aux différents gyres et par rapport aux différents courants marins. Et ce qui se passe à un endroit sur Terre influence un autre endroit qui peut être très très lointain, mais malgré tout impacté par notre activité. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé vos expériences. Vous le savez, l'émission n'est pas terminée, parce que maintenant, c'est vous qui allez passer sur le grill avec l'écolo quiz. Alors, soit vous choisissez de faire équipe, soit vous y allez en solo. C'est comme vous voulez. En tout cas, il faut répondre rapidement, s'il vous plaît. Quel club de rugby est engagé dans le championnat de France des économies d'énergie? Club de rugby très connu, très titré. Aucune idée. J'aurais dit le RCT. Le RCT? Toulouse. Ouais, Toulouse, Stade Toulousain. Effectivement, plein d'actions mises en place pour réduire la consommation d'énergie des infrastructures du club. Voilà, Toulouse qui va peut-être gagner un nouveau titre de champion de France. On verra bien. En tout cas, ils ont fait pas mal d'économies déjà depuis octobre 2022. 7% d'économie d'électricité, 30% sur le gaz. De son côté, la région Occitanie a mis en place une nouvelle offre à destination des clubs sportifs amateurs. Laquelle? Des fontaines à eau dans tous les gymnases de la région, des trains à 1 € pour les déplacements, des interventions de sportifs et sportives engagés dans chaque semaine pour sensibiliser les jeunes. Troisième option. Les sportifs? Les sportifs. C'est une seule réponse ou les trois peuvent être bonnes? Non, les trois sont pas bonnes. Non. Les trois sont crédibles en tout cas. Les trois sont crédibles, effectivement. La une alors, les fontaines à eau, pourquoi pas? Eh bien non, vous avez perdu tous. Ce sont des trains à 1 €. La mobilité représente, vous le savez, on vous le dit souvent dans cette émission, plus de 3/4 de l'impact carbone des événements sportifs, même petits. 17 000 clubs amateurs sont concernés par l'offre club sportif mise en place dans cette région. C'est une première en France et c'est peut-être une première solution parce que on le sait, la voiture est la principale empreinte de nos événements. En Angleterre, une enceinte sportive éco-responsable est en train d'être construite. Laquelle? Un centre aquatique à base d'eau de pluie recyclée, un stade de foot entièrement en bois avec un gazon certifié bio, ou bien une salle de musculation alimentée en électricité grâce à l'énergie dépensée par les sportifs. Je crois que c'est le stade de foot.
Ah, pas mal. Bravo. Pas mal. L'Eco-Park, le futur stade des Forest Green Rovers qui évolue en 4e ligue anglaise. Pas du tout en première ligue. Ouais, Non, ils sont assez loin, mais pour le coup, c'est souvent qu'en Angleterre, ce sont... Ce club est très, Exactement. engagé, sur justement un certain nombre d'actions éco-responsables. Effectivement, eh bien c'est le cas en tout cas avec leur futur éco-parc. Et puis on termine avec une question cyclisme. Vous avez peut-être regardé Paris-Roubaix très récemment, dernière édition. Un élément bien précis a pu marquer les esprits, les vôtres, je ne sais pas. Des chèvres ont brouté l'herbe dans la trouée d'Arambert, mythique secteur pavé de Paris-Roubaix, pour préparer la route. Aucune gourde en plastique n'a été distribuée aux coureurs. Ou bien sur les 176 engagés, 30 coureurs ont pris le départ avec un vélo conçu à partir de matériaux recyclés. Moi, les chèvres, hein, je crois que j'ai entendu parler Ouais, des les chèvres. chèvres. Ah, comme quoi, effectivement, ça a marqué les esprits. Bien sûr, voilà, le désherbage naturel avec les chèvres avant de passer sur les pavés de Paris-Roubaix. Eh bien, merci d'avoir participé. On n'a pas compté les points, mais on s'en fout. On a appris quelques petites infos avec ce quiz. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous rendre visite. On vous souhaite le meilleur dans vos aventures respectives, sous la mer, sur la mer, à côté de la mer. Merci en tout cas d'être avec nous, d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment le mois prochain pour un nouveau numéro de Sport Planète.